Hello and welcome to another episode of India. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez également à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est regarder cette émission, aimer, partager et commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi enseigne à l'Université de Téhéran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Welcome back to India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. I wanted to have you on to, Je voulais commencer par vous inviter à discuter du fait que les pays E3, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont officiellement déclenché le mécanisme de retour automatique des sanctions des Nations Unies dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015, également connu sous le nom de JCPOA, ce qui lance un compte à rebours de 30 jours avant que les sanctions de l'ONU précédemment levées contre l'Iran puissent être rétablies. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs quelle est la portée de cette décision? What is the significance of this move? En réalité, cela n'a pas de véritable signification car les États-Unis ont déjà imposé des sanctions de pression maximale. Les sanctions limitées qui existaient dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont déjà couvertes par les sanctions américaines à l'heure actuelle. Donc cela ne change pas grand-chose. Il y a un impact psychologique, mais la société iranienne s'en remettra rapidement. Rien de nouveau ne sera donc ajouté. De plus, les Russes et les Chinois ont déjà indiqué qu'ils n'accepteraient pas la légitimité du snapback, car conformément à l'accord nucléaire signé en 2015, il existe un mécanisme de règlement des différends, et ces trois pays n'ont pas utilisé ce mécanisme. En plus de cela, ces trois pays ont violé l'accord nucléaire depuis que les États-Unis, en fait, ils l'ont violé dès le premier jour sous Obama, avec les Européens et les Américains. Mais lorsque Trump est sorti de l'accord, l'a déchiré et a de nouveau imposé des sanctions de pression maximale, les Européens ont fait de même. Ainsi, les Européens violaient tous leurs engagements, tandis que les Iraniens, après que les Américains et les Européens ont commencé à violer chacun de leurs engagements, ont continué à respecter les leurs pendant une année entière. Puis, après un an, les Iraniens, en 5 étapes, ont progressivement réduit leurs engagements. En réalité, il a fallu 2 ans aux Iraniens pour ignorer leurs obligations dans le cadre du JCPOA. Mais cela est permis, car l'accord nucléaire stipule que si une partie ne respecte pas ses engagements, l'autre partie peut cesser de respecter les siens. Mais ce qu'a fait l'Iran, c'est qu'il n'a même pas agi ainsi. Il a attendu 2 ans avant d'en arriver là. Donc c'est l'Occident qui a une dette envers l'Iran. L'Iran ne doit rien à l'Occident. Et les déclarations de l'Agence internationale de l'énergie atomique de ces années-là, après que Trump a quitté l'accord, sont claires. L'Iran a continué à respecter ses engagements alors que les Européens ne l'ont pas fait. Ce sont donc les Européens qui ont violé l'accord. Ils ne sont pas en position d'utiliser ce mécanisme. Et en violation de l'accord, ils n'ont pas utilisé le mécanisme de règlement des différends. Et c'est pourquoi les Iraniens, les Russes et les Chinois disent qu'ils n'ont pas l'autorité légale pour l'utiliser. Mais ce qu'est le snapback, en gros, c'est qu'il stipule que si l'un des membres du JCPOA se plaint de violation, et s'il passe par ce mécanisme de règlement des différends, alors les sanctions prévues dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU seront rétablies. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ils se sont abstenus d'utiliser le mécanisme de règlement des différends, ce qui rend cela illégitime. Et ce sont eux qui ont violé l'accord nucléaire, pas les Iraniens. Mais j'aimerais aussi ajouter, juste pour vos téléspectateurs, certains pourraient se demander, eh bien, pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU a-t-il imposé ces sanctions au départ?
Eh bien, tout d'abord, cela n'aurait pas dû arriver. Mais à l'époque, il y a bien plus de 10 ans, les Russes et les Chinois étaient beaucoup plus faibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'était l'époque où les États-Unis étaient l'hyperpuissance, la Russie se relevait et la Chine était en pleine croissance. Ainsi, lorsque les États-Unis proposaient des résolutions pour sanctionner l'Iran, les Russes et les Chinois les édulcoraient, mais ne les mettaient pas en veto. C'est ainsi que nous avons ces sanctions. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, après l'accord nucléaire, ces résolutions ont été mises de côté. Mais maintenant, les Européens veulent réactiver ces sanctions. Mais comme je l'ai dit, légalement, ils ne le peuvent pas, selon les Iraniens, les Russes et les Chinois. Je voulais vous demander des éclaircissements sur cette question de légalité, car je ne suis pas sûr de bien comprendre comment cela fonctionne. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que les Iraniens tentaient de discuter avec la Russie et la Chine pour empêcher le rétablissement du mécanisme de snapback. Si j'ai bien compris, sur le plan juridique, si une partie à l'accord sur le JCPOA déclenche ces mécanismes, il y aura alors une période de 30 jours, pendant laquelle une résolution peut être adoptée pour demander un allègement. Résolution qui peut ensuite être mise en veto par n'importe quelle partie. Si cette compréhension est correcte, alors juridiquement parlant, la Russie et la Chine ne peuvent pas opposer leur veto à la réintroduction des sanctions par les E3. Est-ce que j'ai bien compris la légalité de la situation? Je comprends que la Russie et la Chine ne respecteraient pas les sanctions, ce qui implique qu'elles continueraient à collaborer dans le domaine de la défense, du nucléaire, etc., etc. Mais c'est un autre sujet que j'aimerais aborder. Mais en ce qui concerne la pure légalité, est-ce que ma compréhension est correcte? Tout d'abord, à mon avis, c'était l'un des principaux défauts de l'accord nucléaire, le JCPOA. L'Iran n'aurait pas dû permettre aux États-Unis de disposer de cette capacité de rétablissement automatique des sanctions. Si j'avais été à la table des négociations, j'aurais dit « soit vous n'avez pas ce droit, soit je me retire ». Mais c'est ma position. À l'époque, je n'étais pas favorable à cela. Et je pense que c'était une faiblesse du gouvernement iranien d'avoir accepté que cela soit inclus dans l'accord nucléaire. Mais cela mis à part, oui, il existe deux interprétations différentes. N'importe lequel des membres du JCPOA, c'est-à-dire les Britanniques, les Français, les Allemands, peut le faire, mais pas les Américains, car ils sont partis. Les Russes, les Chinois ou les Iraniens, pour quelque raison que ce soit, hypothétiquement, pourraient le faire. Cependant, s'ils utilisent ce mécanisme et qu'aucune résolution n'est trouvée après 30 jours, alors automatiquement, les résolutions de l'ONU sont réactivées. Automatiquement. Il n'y a pas de vote. Si l'un de ces États utilise ce mécanisme et qu'aucune solution n'est trouvée pendant cette période, alors elles sont automatiquement réactivées. Cependant, ce que disent les Iraniens, les Russes et les Chinois, c'est que d'abord c'est l'Occident qui a violé l'accord nucléaire, pas l'Iran, et qu'ils n'ont donc aucun droit légitime d'utiliser ce mécanisme, le mécanisme de snapback. Mais plus important encore, à mon avis, ils affirment que techniquement, l'Occident n'a pas suivi le mécanisme approprié de résolution des différends et qu'il viole donc également l'accord. Donc dans tous les cas, ce que nous allons avoir, c'est une réactivation de ces résolutions de l'ONU aux yeux de l'Occident, mais aux yeux des Iraniens, des Russes et des Chinois, elles ne sont pas réactivées. Mais bien sûr, puisque la bureaucratie de l'ONU et ainsi de suite est contrôlée par l'Occident, ils vont quand même continuer à les utiliser, mais cela n'aura pas d'impact sur l'Iran. La raison en est que, comme je l'ai dit, cela aura un effet psychologique pendant un certain temps, mais il n'y a rien dans les sanctions qui n'ait déjà été imposé à l'Iran.
sanctions that hasn't already been imposed on Iran. Iran is facing maximum pressure sanctions. L'Iran fait face à des sanctions de pression maximale, ce qui signifie essentiellement une pression maximale. Cela veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc, ces sanctions qui seront rétablies sont limitées dans leur portée. Elles concernent le domaine militaire et nucléaire, mais elles restent limitées. L'armée iranienne est pour l'essentiel autosuffisante. Son industrie, l'industrie nucléaire iranienne, est autosuffisante, comme nous le savons tous, et par conséquent, cela n'aura pas un impact énorme. Et si les Chinois et les Russes n'acceptent pas la légitimité de ces résolutions, alors bien sûr ils les ignoreront, ce qui incitera d'autres pays à faire de même. Ce que vous dites est très important. Vous affirmez que les sanctions américaines sont, d'un point de vue économique, bien plus globales. Elles touchent l'aviation, le pétrole, les métaux, tout, y compris les systèmes bancaires et de paiement. Tout ce que vous pouvez imaginer. L'importation de médicaments est sanctionnée. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes sont sanctionnées. L'industrie du transport maritime est sanctionnée. Le système bancaire est sanctionné. Tout est sanctionné. Donc l'Iran, en gros, au cours des 10 dernières années, a dû développer son propre système pour mener ses échanges commerciaux. Certains pays refusent de commercer avec l'Iran, d'autres acceptent. Les sanctions sont de plus en plus ignorées. Et je pense que cela est en grande partie dû au Dr Raisi. Car lorsqu'il était président, il a dit « Je ne vais pas attendre un accord nucléaire ou sa relance. Je vais exporter mon pétrole. » Ainsi, lui et le gouvernement iranien, par exemple, ont commencé à exporter davantage de pétrole. Ils ont accordé d'importantes remises, puis progressivement, les exportations ont augmenté et les remises ont diminué. Et lorsqu'il est Spoonbrace, l'Iran produisait brutal purpose avec frips un pétrole presque au prix international à ce moment-là. Donc l'Iran y est maintenant habitué. Cela ne veut pas dire que l'Iran souhaite les sanctions ou que cela n'a pas d'importance. Non, cela entrave, cela crée des difficultés, cela engendre de la corruption, car lorsque l'État et le secteur privé, lorsque tout le monde doit agir dans la clandestinité, cela génère évidemment de la corruption. Donc l'État ne veut pas de cela. Mais quoi qu'il en soit, il parvient à fonctionner. Et nous voyons que l'économie iranienne croît. Et nous voyons que les Israéliens et les Américains, avec le soutien de l'Occident, ont mené une guerre contre l'Iran. Et ils ont perdu cette guerre. Ainsi, l'Iran sous sanctions, évidemment, au cours des dernières décennies, a été impressionnant à bien des égards. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lacunes, il y en a beaucoup, mais je trouve assez impressionnant la façon dont l'Iran a réussi à gérer la situation au fil des années. Je me souviens qu'à l'époque du président Raisi, l'Iran avait proposé à l'Inde une grosse réduction sur le pétrole. Et avant cela, l'Inde n'achetait pas beaucoup de pétrole iranien. Ensuite, les achats indiens de pétrole ont augmenté de façon spectaculaire. Auparavant, il n'y avait que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, si je me souviens bien. Mais c'est similaire au récent basculement de l'Inde vers la Russie, lorsque celle-ci a proposé une forte remise à cause des sanctions. Cela a provoqué un changement radical en Asie, je dirais, car les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Inde, et l'Inde les a ignorées, se rapprochant également de la Chine. Tu disais aussi que les sanctions de l'ONU sont principalement limitées aux échanges, au commerce et à la collaboration dans les domaines de la défense et du nucléaire. Dans ce domaine, ce sont surtout la Russie et la Chine qui comptent et elles soutiennent fermement l'Iran. C'est ce que veut dire le ministre iranien des Affaires étrangères quand il parle de contourner les sanctions dans une certaine mesure. Comme je l'ai dit plus tôt, les Russes et les Chinois ont déjà déclaré qu'ils n'acceptaient pas ce que font les Européens.
De plus, l'Iran possède une industrie militaire très forte et étendue, ainsi qu'une industrie nucléaire. Il est donc en grande partie autosuffisant. Avec la situation de la Russie et de la Chine dont nous avons parlé, cela rend l'impact des actions européennes très limité. Et les Européens vont en souffrir, car s'ils continuent sur cette voie, nous ne négocierons plus jamais avec eux sur quoi que ce soit, c'en est fini pour eux. Donc ces petits, les 7 nains, comme George Galloway les a appelés, qui sont allés voir Trump, les 7 dirigeants européens assis autour de sa table, comme des écoliers convoqués chez le directeur, nous allons les ignorer à l'avenir. Ils ne seront plus autorisés à la table des négociations avec l'Iran. C'était leur dernière chance de jouer un rôle mondial. Et cela va prendre fin. Cela ne profitera pas à l'Europe. De plus, les Iraniens ont déclaré qu'ils allaient riposter. Nous devrons voir ce que cela signifie réellement. Mais le monde change. Les Européens ne sont pas en position, et les Américains non plus, de mettre l'Iran à genoux, même si c'est l'objectif. L'objectif des sanctions est de faire souffrir les gens ordinaires. Rappelez-vous, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont affamé le peuple syrien. Ils ont mis le peuple syrien à genoux. Comment Al-Qaïda et Daesh sont-ils arrivés au pouvoir? Les gens n'aiment pas ces groupes. Je suis allé de nombreuses fois en Syrie. Les Syriens avaient peur d'eux. Mais les Américains et les Européens ont réussi à mettre la nation à genoux, à affamer la population. Ainsi, il n'y avait plus de motivation à résister, et les gens pouvaient facilement être corrompus par le régime qatari, qui, avec Erdogan, est derrière Daesh et Al-Qaïda. Donc cela s'est effondré. Mais c'est aussi l'objectif au Venezuela et à Cuba. Les Américains affament Cuba depuis des décennies. Ils punissent les femmes et les enfants pour obtenir ce qu'ils veulent à La Havane. C'est une forme de guerre. C'est aussi malfaisant souvent qu'une guerre ordinaire. Bien sûr, à Gaza, c'est complètement différent. C'est un holocauste. Mais des enfants meurent. Des gens meurent. Ils meurent par manque de médicaments. Ils meurent pour toutes sortes de raisons. Les gens perdent leur emploi. Les familles sont brisées. Lorsque des usines ferment, vous savez comment ça se passe dans différents pays. L'objectif est donc de faire souffrir les gens. C'est ce que l'Occident aime faire. Ils essayent de mettre les pays à genoux, mais ils ont échoué avec l'Iran. Ils ont causé des difficultés. Ils ont tué des gens. Mais l'Iran a désormais développé des moyens de commercer et de faire des affaires. Et aujourd'hui, ce n'est plus comme il y a 10 ans. Il y a 10 ou 15 ans, l'Iran était l'axe du mal. Maintenant, les Américains et les Européens sont en guerre avec la Russie. Ils mènent une guerre commerciale avec la Chine, de plus en plus avec l'Inde, avec le Brésil. Ils se sont donc isolés eux-mêmes. Et aujourd'hui, les amis et alliés de l'Iran sont bien plus influents et bien plus nombreux qu'il y a 10 ou 15 ans. Vous avez mentionné cette photographie où les dirigeants européens étaient assis comme de véritables vassaux des suzerains. Je veux dire, certaines personnes ont déjà commenté dans notre vidéo avec l'ambassadeur Chas Freeman que c'était incroyable, généré par l'IA. Quoi qu'il en soit, le statut de vassal de l'Union européenne est assez évident dans les soi-disant accords commerciaux, où les Européens ont dû quémander servilement des fonds d'investissement qu'ils sont en réalité incapables de générer eux-mêmes. Ils se sont inclinés de toutes les autres manières. Ils ont accepté d'investir dans l'OTAN alors que leurs propres infrastructures et tout le reste s'effondrent. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'important à discuter, car ces décisions sont présentées dans les médias traditionnels comme provenant des pays E3. Ma question pour vous, professeur Marandi, est la suivante. Est-ce que cela vient vraiment des pays de l'E3 ou bien cela vient-il de Tel Aviv et de Washington, étant donné qu'ils ont perdu la légitimité internationale nécessaire même pour engager des discussions, sans parler de la coercition, notamment après avoir quitté le JCPOA
en ce qui concerne les États-Unis en 2018, mais aussi après avoir collectivement bombardé l'Iran au milieu de 5 cycles de négociations sur l'accord nucléaire. Est-ce donc une manière indirecte pour Washington de forcer l'Iran à entamer un nouveau cycle de discussion, étant donné qu'ils ont été repoussés par l'Iran lors de cette mésaventure menée pendant ces 12 jours? Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne l'image générée par l'IA, je pense qu'il y a plusieurs images différentes. Mais dans tous les cas, il me semble évident, comme vous l'avez souligné, qu'ils étaient essentiellement des serviteurs venus voir leur maître. Et c'est ainsi qu'ils se sont comportés devant lui, exactement comme son propre cabinet se comporte devant lui, mais c'est une autre histoire. Je pense que le plus important ici, c'est que tout d'abord, les Européens sont subordonnés aux Américains. Mais les Américains sont subordonnés aux lobbies sionistes. Et les Européens sont également subordonnés aux lobbies sionistes. Nous avons vu il y a quelques jours à peine comment l'Australie a expulsé l'ambassadeur iranien, affirmant que quelqu'un, je ne sais pas qui, a tagué une synagogue ou quelque chose de ce genre. Je ne suis jamais allé en Australie, mais j'ai entendu dire que la synagogue en question était la seule synagogue antisioniste du pays. Et nous savons qu'il existe de nombreuses preuves, des vidéos, montrant des sionistes eux-mêmes se faisant passer pour des fascistes ou des partisans palestiniens, scandant des slogans anti-juifs ou taguant des slogans. Donc, de toute évidence, l'ambassade d'Iran n'a rien fait, et cela n'a rien à voir avec le fait de taguer une synagogue, une école ou quoi que ce soit de ce genre. Ils l'ont essentiellement fait parce que les sionistes le voulaient. Et nous avons vu comment Netanyahou avait effectivement envoyé une lettre au gouvernement australien quelques jours auparavant, les menaçant. Donc le lobby sioniste est influent dans tout le monde occidental. Et d'ailleurs, ils ont fait la même chose avec l'ambassadeur iranien en Albanie en 2018. C'était la même chose. Les Albanais ont expulsé l'ambassadeur iranien et ont même fermé les cours de langue persane là-bas. Voilà le lobby sioniste. La politique américaine et la politique européenne en Asie de l'Ouest et en Afrique du Nord sont toujours alignées sur les intérêts du régime israélien. Toujours, toujours. La politique en Syrie est alignée sur la politique israélienne. Et c'est l'une des choses tristes. Nous avons vu tant de personnes insensées ou naïves ou grossièrement sectaires soutenir l'OI et Al-Qaïda ainsi que d'autres groupes par haine, parce que cette haine a été créée. La haine sectaire, religieuse et raciale a été créée par le biais du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. Mais il ne s'agit pas seulement d'Al Jazeera ou d'Al Arabiya. Ces pays disposent d'immenses réseaux d'instituts culturels, d'instituts religieux, de médias et de centaines de chaînes de télévision. Cela a commencé avec l'Arabie Saoudite dans les années 1980, puis plus tard, le Qatar a rejoint le mouvement. L'idéologie officielle du Qatar est le wahhabisme. La plus grande mosquée du Qatar est la mosquée Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc, bien sûr, Erdogan et la Turquie ont poursuivi le même agenda. En Syrie, la sale guerre que ces gens pensaient, ou ont été induits en erreur de penser, être une révolution, était exactement ce que l'Iran et le Hezbollah disaient. C'était une opération de la CIA, c'était une opération pour le régime israélien. Et maintenant, nous voyons qu'Al-Qaïda est arrivé. Ils ont détruit la Syrie. La Syrie explose, elle implose, et elle est en train d'être balkanisée. Et cela se passe sous nos yeux. Pourquoi? Parce que lorsque vous installez les personnes les plus extrêmes, cela crée de plus grandes divisions. C'était l'objectif. Et maintenant, nous voyons que la Syrie fait des accords avec Israël, ce que nous n'aurions même pas pu imaginer avec le gouvernement précédent. Donc, en gros, la politique syrienne a toujours été celle poursuivie par les Américains et les Européens, en accord avec les intérêts israéliens.
Europeans in line with Israeli interests. Policy in Lebanon is the same. Policy in Iraq. La politique au Liban est la même. La politique en Irak est la même. La Libye, toutes ces guerres. Souvenez-vous de l'ancien chef de l'OTAN lorsqu'il s'est rendu au Pentagone et qu'on lui a dit qu'ils allaient renverser 7 gouvernements en 5 ans. Eh bien, tout cela est au profit d'Israël. Ce sont les néoconservateurs et les sionistes. Et les néoconservateurs, vous savez qu'ils sont sionistes. Donc, la politique qui est menée aujourd'hui envers l'Iran, en ce qui concerne le programme nucléaire, les Européens, ou toute autre question, est sans aucun doute conforme aux intérêts du régime israélien. Quelle que soit la politique que nous voyons dans cette région, ce qui vient d'Europe et d'Amérique du Nord ne contredira jamais les intérêts du régime israélien. Il peut y avoir des différences entre les différents pays et quelques légères divergences, mais en général, la politique sera la même. Elle sera conforme aux besoins d'Israël. Je pense que vous avez mentionné la guerre en Ukraine. Et l'un des analystes, Trita Parsi, fait une observation très intéressante. Il dit que l'Europe n'apprécie pas l'utilisation efficace par l'Iran de drones et de missiles aux côtés des Russes dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et c'est pourquoi l'Europe veut punir l'Iran. De plus, en ce moment, à cause des sanctions américaines, le commerce entre l'Iran et l'Europe est pratiquement inexistant. Enfin, il y a aussi le statut de vassal des Européens vis-à-vis des Américains. Tous ces facteurs, selon lui, correspondent parfaitement à ce que font actuellement les pays de l'E3. Il a également mentionné ce point intéressant. En 2003, lorsque les négociations ont commencé, menant finalement au JCPOA, l'un des principaux facteurs moteurs était d'empêcher une sorte de guerre illégale menée par les États-Unis en Irak. À l'époque, l'Iran faisait la une de l'actualité. Mais aujourd'hui, l'Union européenne ne peut même pas envisager d'empêcher les États-Unis de faire quoi que ce soit, car leur seule obsession est d'éviter d'être eux-mêmes massacrés par les actions des États-Unis. Ils essayent donc d'apaiser leur maître à Washington. Je me demande quelle est votre réaction face à ce type d'analyse. J'ai trouvé cela très intéressant. Eh bien, je pense qu'il y a certainement du vrai là-dedans. Les Européens, bien sûr, en 2003, étaient plus vocaux. Nous l'avons vu lors de la guerre en Irak. Ils étaient aux côtés des États-Unis pour imposer des sanctions et mettre le peuple irakien à genoux. Cela ne leur posait aucun problème. Mais ils ne voulaient pas de la guerre elle-même à ce moment-là. Les Britanniques, eux, oui, bien sûr. Mais encore une fois, la politique générale était la même, à savoir faire souffrir le peuple irakien. Ce n'est pas comme si les Européens s'opposaient à l'isolement de l'Irak, à l'étranglement de l'Irak. Vous vous souvenez sans doute, je crois que c'était un journaliste d'ABC qui avait demandé au secrétaire d'État américain de l'époque « Est-ce que 500 000 enfants irakiens morts à cause des sanctions, ça en vaut la peine ?» Et Madeleine Albright avait répondu « Oui, je le pense. » Madeleine Albright, she said, yes, I think so. So these were policies that the Europeans had. Donc il s'agissait de politiques que les Européens avaient approuvées au Conseil de sécurité de l'ONU. Leurs politiques, par conséquent, n'étaient pas si différentes. Ils étaient cependant opposés à la guerre en Irak, à l'invasion de l'Irak. Ainsi, la division n'était pas si grande dans leur vision du monde. Leur vision du monde était plus ou moins la même, mais les tactiques étaient différentes. En ce qui concerne l'Iran, je pense qu'aujourd'hui, tout d'abord, les Européens sont bien plus. En fait, je pense qu'après la guerre en Irak, les Américains leur ont donné une leçon, et ils sont devenus de plus en plus des États vassaux, et se sont transformés en caniches, tout comme le Royaume-Uni. Et je parle des pays d'Europe de l'Ouest. Les pays d'Europe de l'Est, comme la Lituanie et l'Estonie, sont même plus extrêmes que les maîtres. They're more extreme than their masters. But
because of their mais à cause de leur expérience post-soviétique. Ce qui je veux dire, oui, bien sûr. Yes, definitely. But in any case, Mais de toute façon, ils sont devenus de plus en plus des États vassaux. Aujourd'hui, les Européens obéissent complètement aux États-Unis. Je ne pense pas que le mécanisme de snapback ait quoi que ce soit à voir avec l'Ukraine. Ils n'ont aucune raison de se plaindre de la relation de l'Iran avec la Russie. Ils ont déjà imposé des sanctions de pression maximale à l'Iran. Alors de quel droit se plaignent-ils de la relation de l'Iran avec? C'est leur arrogance eurocentrique, dire à l'Inde quoi faire, dire au Brésil quoi faire. Vous ne respectez pas le droit international, vous respectez ma loi. Voilà, c'est tout. Il n'existe aucune loi interdisant à l'Inde d'acheter à la Russie ou à l'Iran ou aux Chinois de faire des affaires avec le Brésil. Ce sont les lois de l'homme blanc, les lois néoconservatrices, les lois sionistes. Donc non, je ne pense pas que le soutien de l'Iran aux Russes ou sa coopération avec la Russie, disons, ait eu quoi que ce soit à voir avec le snapback. Personnellement, je crois, et je l'ai dit en 2015 lorsque l'accord nucléaire a été signé, j'étais à Vienne, qu'il y a deux choses auxquelles j'ai cru dès le premier jour et je l'ai souvent répété au fil des années. La première, c'est que je ne croyais pas que les États-Unis respecteraient leurs engagements. Et je ne croyais pas qu'Obama le ferait, et il ne l'a pas fait. En fait, le jour même de la signature de l'accord, Obama, par l'intermédiaire du département du Trésor, a imposé de nouvelles sanctions. Et dès le premier jour, il envoyait un signal disant « Vous savez que l'Amérique est au-dessus des lois. » Et c'est ce que je disais à l'époque, que l'Occident se considère comme exceptionnel. Et donc ils peuvent violer des accords parce qu'ils sont exceptionnels. Mais vous devez respecter les accords parce que vous ne l'êtes pas. C'est un peu comme le sionisme. Vous savez, le peuple élu. Quand quelqu'un se croit supérieur, il est l'adulte dans la pièce et vous êtes l'enfant. Donc selon cette vision du monde, ils ont des droits exceptionnels. Et la deuxième chose que j'ai dite, c'est que nous n'aurons jamais la levée de ces sanctions après 10 ans. Le retour en arrière va, je veux dire, mettez-vous à la place de ces Européens. Dieu nous en préserve. Si vous aviez leur état d'esprit, où ils soutiennent un holocauste, ils soutiennent le massacre d'enfants jour et nuit, et ils soutiennent l'affamement des enfants. Je veux dire, Dieu nous en préserve. Si vous étiez comme ces monstres sinistres du New York Times, ou de ces groupes de réflexion, ou du Sénat, ou des parlements européens. Dieu nous en préserve, si vous étiez un animal comme cela. Mais imaginez que vous étiez un animal vicieux, comme les politiciens européens et nord-américains, comme les journalistes des médias traditionnels européens et nord-américains, comme ces élites dans les groupes de réflexion. Dieu nous en préserve si vous étiez un tel monstre. Permettriez-vous qu'une résolution de l'ONU contre l'Iran disparaisse? Il n'y avait pas la moindre chance qu'il le fasse avec ou sans l'Ukraine. Aucune chance, vraiment. Donc c'était inévitable, le retour en arrière était inévitable. Tout comme les Européens, à l'époque de l'apartheid en Afrique du Sud. Laissez-moi donner un autre exemple. Même si c'est un exemple tout à fait différent, je défends aussi un autre point de vue, et je l'ai déjà dit, peut-être même sur votre émission, lorsque Nelson Mandela a été libéré de prison et que des membres de l'ANC, tant de la branche politique que militaire, ont également été libérés, ainsi que d'autres prisonniers politiques et de la résistance en Afrique du Sud, les États-Unis considéraient toujours l'ANC et Nelson Mandela comme des terroristes. Nelson Mandela est devenu président. Nelson Mandela became president. The ANC and Nelson Mandela were still terrorists. L'ANC et Nelson Mandela étaient encore considérés comme des terroristes. Nelson Mandela s'est retiré de la vie politique après la fin de sa présidence. L'ANC et Nelson Mandela étaient toujours considérés comme des terroristes, selon la loi américaine. Ce n'est que des années plus tard que les États-Unis les ont finalement retirés de la liste.
Donc en ce qui concerne la levée des sanctions, à l'heure actuelle, l'Irak est toujours sous sanctions. Le gouvernement irakien n'a pas le contrôle de l'argent de son pétrole. Les États-Unis le prennent, le déposent sur leur compte bancaire et le distribuent. C'est incroyable. La guerre en Irak, cette invasion illégale est terminée, c'est fini. Plusieurs gouvernements irakiens se sont succédés, élection après élection, mais ils ne lèvent pas les sanctions de l'ONU. And Syrian sanctions. Pourquoi les États-Unis le feraient-ils? Et les sanctions contre la Syrie ont-elles disparu? Oui, les sanctions contre la Syrie. Le Sénat ou la Chambre des représentants américains ont-ils levé les sanctions contre la Syrie? Bien sûr que non. Ils lèveront certaines de ces sanctions et ils continueront d'extorquer des concessions à Al-Qaïda et à l'État islamique en Syrie, Jolani et ainsi de suite. Mais ils ne les laisseront jamais partir. Donc, l'Iran travaille essentiellement à reconstruire, à bâtir un monde alternatif, un ordre mondial alternatif. Et à l'époque, il y a des années, l'Iran était plus ou moins seul. Aujourd'hui, de nombreux pays ont rejoint le club, dont la Russie et la Chine. Et l'Inde, après ce que Trump a fait. Je pense que cela donne un élan supplémentaire au Brésil. Et comme vous le savez, la semaine prochaine aura lieu le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, où le Premier ministre indien Modi, le président russe, le président chinois, bien sûr l'hôte, le président iranien et 26 chefs d'État, je crois, seront présents. Ils assisteront également au défilé militaire. Il s'agit donc d'un format important, aux côtés des BRICS et d'autres instances régionales et internationales, pour que l'Iran et d'autres pays puissent promouvoir des mécanismes alternatifs en matière de commerce, d'affaires, de politique, d'échanges culturels et académiques, afin que l'Occident ne détienne plus le monopole qu'il avait auparavant. Et en utilisant ces monopoles et le dollar américain, les institutions financières occidentales ont pu étrangler d'autres pays. Donc le monde est en train de changer. Et même si la situation reste difficile pour l'Iran, je n'ai aucun doute que dans les semaines et les mois à venir, les États-Unis essaieront de créer des troubles en Iran. Ils tenteront de mener des attaques terroristes. Ils essaieront de financer des personnes pour organiser des émeutes, etc. Mais l'Iran l'emportera. L'Iran continuera de soutenir le peuple palestinien et l'axe de la résistance. Et en fin de compte, l'Empire occidental ne pourra pas maintenir son hégémonie, ni imposer sa volonté à cette partie du monde, ni aux autres. Vous avez mentionné l'Irak et les sanctions. Pour nos téléspectateurs plus jeunes, ou pour ceux qui auraient oublié, cela fait 35 ans que les Irakiens subissent des sanctions brutales. Beaucoup de gens ignorent qu'à la fin de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, a commencé le régime de sanctions le plus féroce. C'est dans ce contexte que vous avez évoqué cette interview sur ABC. Je crois que c'était Leslie Stahl qui demandait alors à l'ambassadrice américaine à l'ONU, Madeleine Albright, si elle était au courant que 500 000 enfants étaient morts à cause de ces sanctions cruelles. Et elle a répondu, « Eh bien, cela en valait la peine. » Elle est ensuite devenue secrétaire d'État. Au fait, elle est sioniste. Et Madeleine Albright, comme vous l'avez justement souligné, c'était sous Clinton. C'était même avant George Bush et l'invasion destructrice de l'Irak. Donc les sanctions ont commencé en 1990, après l'invasion ou l'attaque des forces irakiennes au Koweït. D'ailleurs, ce que Saddam Hussein a fait au Koweït était illégal et illégitime. Mais même avant cela, avant qu'il n'envahisse le Koweït, il avait eu une réunion avec l'ambassadrice américaine en Irak, et lorsqu'il a dit qu'il allait essentiellement s'occuper du Koweït, elle a répondu en gros que cela ne les concernait pas. Et cela a été perçu comme un feu vert par Saddam. Beaucoup pensent que c'était intentionnel. À vous d'interpréter cela comme vous le souhaitez.
interpret that how you may, Saddam Hussein invaded the country. It was illegitimate. Saddam Hussein a envahi le pays. C'était illégitime. Mais les États-Unis, lorsqu'ils ont repoussé l'Irak, ont commis d'énormes crimes, car lorsque les forces irakiennes se retiraient, ils ont perpétré un massacre massif. Ensuite, ils ont imposé un cessez-le-feu à l'Irak. À ce moment-là, le peuple irakien s'est soulevé pour renverser Saddam Hussein. Et qu'est-il arrivé? Les États-Unis ont donné à Saddam la permission d'utiliser ses hélicoptères pour attaquer ceux qui se rebellaient contre son régime. Ainsi, les États-Unis ont imposé des sanctions, puis ont chassé les forces de Saddam du Koweït, mais ont commis des atrocités en le faisant. Et ensuite, lorsque le peuple irakien a voulu se soulever pour renverser Saddam, les États-Unis ont dit « D'accord, vous pouvez utiliser vos hélicoptères ». The United States said, okay, you can use your helicopters. In other words, they allowed them to use helicopter gunships to gun. En d'autres termes, ils leur ont permis d'utiliser des hélicoptères de combat pour abattre des gens. Le génocide à Gaza n'a rien d'unique. L'Empire occidental fait cela depuis des centaines d'années. La différence entre Gaza et les expériences génocidaires précédentes, comme au Yémen il y a à peine une décennie, c'est qu'à Gaza, c'est, je dirais, d'une brutalité unique. Mais ils ont déjà fait la même chose auparavant. Et c'est d'une impudence unique, parce qu'ils le font sous les yeux du monde entier et le justifient. Ces journalistes occidentaux sur Twitter, Fox News, CNN, The New York Times, The Guardian, The Times, Sky News, BBC, France 24 et tous ces médias, tous essayent plus ou moins de légitimer cet holocauste. Et cela en fait un crime unique, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les crimes qu'ils ont commis en Irak, les crimes qu'ils ont commis en Syrie, les crimes qu'ils ont commis en Libye, les crimes qu'ils ont commis dans votre pays, les crimes qu'ils ont commis dans le sous-continent indien en général, y compris au Bangladesh et au Pakistan, se poursuivent depuis 2 siècles. Des millions de personnes sont mortes, rien que de faim. Et aussi, lorsqu'ils ont occupé l'Iran, des millions d'Iraniens sont morts de famine. Donc ce que nous voyons à Gaza est essentiellement un exemple hideux, peut-être le plus hideux, de ce que l'Empire fait depuis des centaines d'années. Je voudrais conclure, même si vous avez en réalité déjà évoqué indirectement la situation à Gaza, en vous demandant de terminer cette conversation. Car bien que tout le monde dise depuis très longtemps qu'une famine terrible sévit à Gaza, au moins depuis le début du blocus en mars, l'organisme soutenu par l'ONU, l'IPC, a récemment publié un rapport indiquant que rien qu'à Gazaville, plus de 500 000 Gazaouis vivent dans des conditions de famine extrême. Cela n'est pas seulement dû au blocus de l'aide, mais aussi à l'effondrement des mécanismes du marché général, à cause des déplacements et des bombardements, ainsi qu'à la destruction de 88% des terres agricoles et du bétail. Nous avons eu une discussion avec l'ambassadeur Chas Freeman au sujet des soi-disant négociations que les États-Unis prétendent mener indirectement par l'intermédiaire de Bassem Abou Abel américano-palestinien, mais aussi en utilisant le Qatar et l'Égypte, qui transmettent des informations à Blinken, puis Blinken s'adressant à ce qui semble désormais être son propre maître, Netanyahou, à Tel Aviv. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne s'agit pas de négociations. Il s'agit en réalité d'un bluff pour gagner du temps en vue du véritable projet de nettoyage ethnique. Pour conclure cette conversation, partagez avec nous ce à quoi vous avez pensé. Que vous évoque Gaza? Je pense que Gaza est un symbole de la civilisation occidentale. Vous savez, on raconte, même s'il n'y a aucune preuve de cela, que lorsque Gandhi s'est rendu pour la première fois au Royaume-Uni, un journaliste lui a demandé « Que pensez-vous de la civilisation occidentale ?» Et il aurait répondu « Ce serait une bonne idée. » Bien sûr, on ne sait pas s'il l'a réellement dit ou non. Mais l'essentiel, c'est que cela résume la civilisation occidentale. C'est ce qu'il avait vécu, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui.
Mais ce que nous voyons aujourd'hui est encore plus laid que ce qui s'est passé en Inde. En Inde, le nombre de victimes était peut-être bien plus élevé. En Afrique, bien sûr, ce fut le plus horrible de tous. Et bien sûr, les conquistadors en Amérique, c'était le deuxième après l'Afrique. Mais Gaza est pire dans le sens où cela se passe sous nos yeux. Et cela ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et nous le voyons jour et nuit. Et ces régimes sinistres en Occident, prétendent être plus civilisés que nous. Vous avez vu l'émissaire américain qui est allé au Liban et a traité les journalistes de barbares et d'animaux. Voilà à quoi nous sommes confrontés. Nous avons affaire à des monstres génocidaires qui qualifient les non-occidentaux d'animaux. C'est le monde dystopique qu'ils ont créé. Gaza est donc unique en ce sens qu'ils le font sous nos yeux et qu'ils ne s'arrêteront pas. Et une partie du problème, d'ailleurs, j'ajouterai à tout ce que vous avez dit sur Gaza, c'est qu'ils ciblent ceux qui protègent l'aide. Ils ciblent ceux qui font fonctionner la société civile. Ils ciblent la police. Ils ciblent les travailleurs humanitaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que la société civile s'effondre. Ils veulent que ce soit un véritable chaos où chacun doit se débrouiller seul. Et c'est ainsi qu'ils traitent aussi les personnes affamées. Ils les emmènent dans ces endroits, les poussent au désespoir, puis les abattent, et ils en tirent du plaisir. Ensuite, les médias occidentaux vont cacher cela, le déformer, mentir à ce sujet, ou remettre en question la réalité des faits. Et bien sûr, c'est ainsi que fonctionne l'Occident. 40 ans plus tard, s'ils s'en sortent, et cette fois ils n'y arriveront pas, si Dieu le veut, 40 ans plus tard, ils écriront des documents, ils feront des documentaires en disant « oui, c'est ce qui s'est passé ». C'est alors qu'ils vous diront la vérité. Une fois que tout est terminé, c'est ce que fait généralement l'Occident. Ils feront des documentaires sur l'Inde, sur le coup d'État en Iran. Après que tout soit terminé et qu'ils aient atteint leurs objectifs et tout le reste, lorsqu'ils ont abattu l'avion iranien en 1988, ils ont menti. Ils ont dit que cet avion iranien, qui partait de Bandar Abbas pour aller à Dubaï, avait quitté son couloir, que ses transpondeurs étaient éteints, qu'il avait menacé le navire de guerre américain. Ils ont menti du début à la fin. Mais les médias occidentaux se sont contentés de répéter ce qu'ils disaient. Ce qu'ils ont fait, c'est tirer 2 missiles sur un avion qui se comportait normalement. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont menti. Et ce n'est que des années plus tard, que Newsweek est venu dire la vérité. Des années plus tard. Voilà comment fonctionne l'Occident. Alors ils feront semblant, vous savez, qu'il y a des contre-pouvoirs et qu'ils sont responsables. Mais non, c'est seulement pour les livres d'histoire. Mais vous savez, à Gaza, ce que nous voyons, c'est la civilisation occidentale. C'est cela, la civilisation occidentale. Ce sont ces valeurs occidentales, parce que la CIJ, la plainte sud-africaine, remonte à presque 2 ans. À l'époque, la CIJ, qui, comme la CPI, subit d'énormes pressions de la part des États-Unis, et nous avons vu comment ils ont sanctionné des personnes. À l'époque, sous pression, la CIJ a déclaré que cela pourrait être un génocide. C'était il y a plus d'1 an et demi. Maintenant, tout a été anéanti. Personne ne sait combien de personnes sont mortes. Il y en a peut-être jusqu'à 500 000, 400 000 aujourd'hui, directement et indirectement. Les disparus, les morts, les blessés, puis ceux qui 6 mois plus tard meurent de leurs blessures ou de complications, ou les patients atteints de cancer qui ne trouvent pas leurs médicaments. Ils meurent tous. Ou ceux qui souffrent de maladies nécessitant des médicaments. Ils meurent tous, mais ils ne seront pas comptés parmi ceux qui ont été tués parce que les snipers israéliens faisaient un concours pour voir combien de personnes ils pouvaient abattre d'une balle dans la tête ce jour-là, combien de personnes ils pouvaient viser dans des parties sensibles, combien d'enfants ils pouvaient abattre. Non,
Ces personnes meurent faute de médicaments. Elles meurent de maladies qui pourraient être traitées et soignées avec des médicaments, mais elles n'y ont pas accès. C'est donc symbolique de la civilisation occidentale. C'est la civilisation occidentale. C'est l'Australie. C'est le Canada. C'est les États-Unis. Gaza, c'est la France. Gaza, c'est le Royaume-Uni. C'est l'Allemagne. Gaza, c'est l'Occident collectif. C'est exactement ce qu'ils sont. Vous savez, parfois les gens disent que nous valons mieux que cela. Mais c'est ce que nous sommes. Permettez-moi d'être très franc. Les seules entités qui se sont opposées à ce génocide, en dehors des gens ordinaires à travers le monde, sont l'axe de la résistance. L'Iran, le Hamas, enfin le Hamas c'est la Palestine, le djihad islamique au sein du Hamas, mais l'Iran, le Hezbollah, Ansarullah et la résistance en Irak. Ce sont les seuls qui ont tenu bon. Alors ma question est la suivante. Pour ceux qui ont entendu des décennies de propagande anti-iranienne dans les médias occidentaux et qui ont grandi avec la diabolisation de l'Iran dans les médias arabes, de dictatures comme le Qatar et d'autres régimes clients des États-Unis dans notre région du monde, si l'Iran est si terrible, si le Hezbollah est si terrible, alors pourquoi est-ce que les seuls à faire des sacrifices, à être sanctionnés, diabolisés et bombardés sont ces entités et personne d'autre? Aucun autre pays n'est sanctionné. Aucun autre pays n'est puni. Pourquoi seuls les méchants sont-ils ceux qui s'opposent au génocide? Peut-être que les gens devraient reconsidérer la situation et en venir à la conclusion que, peut-être en réalité, ce sont eux les gentils. Et c'est pour cela qu'ils entendent depuis des décennies de la propagande contre l'Iran et l'axe de la résistance. Je pense que beaucoup de gens se réveillent aujourd'hui. On le voit partout dans le monde, les gens voient à travers la propagande. Il y a ceux qui sont profondément sectaires, et c'est une sorte de maladie, leur sectarisme et leur haine irrationnelle. Il y a aussi ces gauchistes qui, quoi qu'il arrive, continuent à suivre la ligne en Occident, mais pas dans le Sud global. En Occident, certains gauchistes sont hostiles à l'axe de la résistance, simplement parce qu'ils ont grandi ainsi et qu'ils ne changeront jamais. Mais je pense que beaucoup de gens voient à travers la propagande et comprennent que la réalité est très différente de ce qu'on leur a enseigné. Il ne fait aucun doute que l'Iran, le Hezbollah, le Yémen et Ansarullah continueront de soutenir le peuple palestinien. Ils ont payé un lourd tribut, mais ils iront jusqu'au bout. Et j'espère que nous assisterons à la fin du régime israélien. Certains disent qu'Israël a réussi jusqu'à présent. Tout ce que je vois, c'est l'échec du régime israélien. Aujourd'hui, le régime israélien est méprisé dans le monde entier. Comment calcule-t-on cela en euros, en dollars, en yuan ou dans une autre devise? Comment le calcule-t-on? Donc je suis optimiste pour l'avenir. Mais au bout du compte, comme civilisation occidentale. C'est une manière de présenter les choses extrêmement puissante et intéressante, que Gaza représente la civilisation occidentale. Pour ceux d'entre nous qui ont toujours vu la soi-disant civilisation occidentale comme barbare, cela saute immédiatement aux yeux, mais pour d'autres, cela peut prêter à confusion. Juste pour conclure, j'ai reçu Mouin Rabbani et je lui ai posé cette question. Comment voyez-vous une lueur d'espoir dans un contexte où il y a des famines, la faim, des déplacements massifs, des tentatives de nettoyage ethnique et un génocide? Et il a répondu qu'il est parfois difficile de se rappeler qu'en 1965, il y avait très peu d'espoir pour beaucoup de gens concernant l'apartheid en Afrique du Sud. Et lorsque l'ANC est né, comme vous l'avez dit, la civilisation occidentale l'a condamné comme étant du terrorisme. Mais il n'a fallu que 30 ans pour que l'apartheid s'effondre en Afrique du Sud. Et on ne sait jamais, étant donné l'énorme changement de l'opinion publique aux États-Unis eux-mêmes, changement qui se reflète aussi en partie dans l'élection de Zohran Mamdani à New York,
où il y a une grande partie de la population juive. Et même en Europe, de larges pans de l'opinion publique ont évolué concernant Gaza. On ne sait jamais quand ce château de cartes, ce château colonial construit sur la Méditerranée, s'effondrera. Nous allons nous arrêter là, professeur Marandi. We'll leave it there, Professor Well, Marandi. I Yes. just want to make Yes. Je veux juste faire une petite remarque. I'm cautious about Je reste the- prudent concernant l'élection du maire à New York. Nous devrons attendre les résultats. Et je suis aussi prudent à son sujet. Même si le simple fait que les gens aient changé d'avis et que tant de Juifs se tournent vers lui, peu importe comment il évoluera, il faut attendre de voir, car nous avons déjà eu AOC et d'autres auparavant qui se sont révélés très différents de ce qu'on attendait. Mais c'est le sentiment public. Quand je parle de la civilisation occidentale, je parle de la classe dirigeante et des élites. Par exemple, ce que le régime australien a fait pour détourner l'attention de l'Holocauste à Gaza, il a fabriqué des accusations contre l'Iran. Cependant, regardez les Australiens qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines. D'énormes manifestations. Huge protests. Il y a des raisons d'être optimiste. Partout dans le monde, les gens se réveillent. Peu importe qu'ils soient chrétiens, juifs, musulmans, hindous, des personnes de tous horizons, de différentes classes, de différents pays, l'Occident, l'Asie, l'Afrique. Nous voyons les gens s'éveiller. Se réveillent, je ne sais pas comment les choses vont se terminer, mais nous devons être optimistes quand nous voyons autant de personnes prendre position. Beaucoup d'entre eux, évidemment, devront faire des sacrifices. Ils risquent de perdre leur emploi ou craignent de le perdre. Tout cela fait partie de la résistance. C'est une résistance mondiale. C'est une résistance collective et populaire. Et la Palestine, ainsi que la question de Gaza, sont au centre de leur colère. Mais ils voient quelque chose de bien plus vaste. Ils veulent vivre dans un monde différent. They want to live in a different world. They want a world which is just, not a world where Ils veulent un monde juste, pas un monde où certaines personnes peuvent être massacrées quotidiennement et d'autres peuvent voler leurs terres. Cela symbolise une injustice plus grande, une injustice mondiale. Et nous voyons que des personnes de tous horizons, de toute race, de toute religion, veulent ce monde meilleur. Je pense donc que nous devons toujours croire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Moi, bien sûr, en tant que musulman chiite, je n'ai aucun doute, selon ma foi, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais je pense que les événements sur le terrain indiquent qu'il y a des raisons d'être optimiste. Et nous devons rester optimistes pour réussir à résister à cette oppression, car le désespoir est exactement ce que veulent les sionistes, les néoconservateurs et les élites. Ils veulent que nous soyons désespérés, que nous n'ayons aucun espoir en l'avenir, car cela sape fondamentalement la résistance. Nous allons nous arrêter là, professeur Marandi. Comme d'habitude, c'était une très bonne conversation. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup de m'avoir invité. Thank you very much for having me. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne pouvez pas le faire, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.